Souleymane Niang. D'abord, cette triste nouvelle, le décès ce matin du journaliste Abdoulaye Fofana Junior, l'ancien présentateur du journal télévisé qui a marqué des générations de téléspectateurs sénégalais. Abdoulaye Fofana avait pris sa retraite depuis de nombreuses années. Il avait également laissé un souvenir indélébile à ses anciens collègues de la RTS, ex-ORTS. Parmi eux, Pathé Fall Dieye, ancien directeur de la radio et de la télévision nationale. Je vous propose d'entendre son témoignage recueilli ce matin par El Hadj Ndiogou Diène. Abdoulaye Fofana était un journaliste de très haut niveau, de très grand niveau. Il était parmi les premiers à présenter le journal télévisé. Mais avant ça, c'était parmi les précurseurs de Radio Sénégal qui ont façonné le desk en langue wolof avec Bachir Kounta et les autres. C'était un présentateur émérite du journal parlé en langue wolof dans les années 60, à la fin des années 60, au début des années 70, avec une dextérité, une adresse qui était parmi les plus prisées dans notre auditoire. Son phrasé, son rythme, si je puis dire, ses qualités personnelles, ainsi que sa connaissance de la langue wolof, lui permettait vraiment de présenter un journal qui n'était pas une copie seulement traduite du journal qu'on avait donné en français, mais qui était une reprise des informations en langue wolof et présentée dans un style qui permettait à tout un chacun d'avoir accès à une information vraie, fiable et comment dirais-je, qui reflétait la réalité des faits qu'il décrivait. En dehors de ça, c'était un homme pondéré, raisonnable, mais très agréable, très cultivé, et qui avait d'excellents rapports avec tout le monde, avec ses chefs comme avec ses collègues. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Parlons à présent de cette affaire qui a atterri à la police et qui oppose le directeur de la protection des droits de l'enfant, Niokhobaye Diouf, à des maîtres coraniques. Selon le haut fonctionnaire au ministère de la Famille, ces enseignants de Dara ont proféré des menaces de mort à son encontre. Les mises en cause ont commencé à être entendues par la police ce matin. El Hadj Ndiogou Diène. Le maître coranique Djily Mbaye est le premier à passer devant les enquêteurs du commissariat central de Dakar. D'autres vont suivre dans les prochains jours. 6 personnes sont visées dans la plainte déposée par le directeur de la protection des droits de l'enfant au ministère en charge de la femme et de la famille. Niokhobaye Diouf évoque les délits de menaces de mort, injures publiques et outrage à agents dépositaires de l'autorité publique. Cela fait suite à des enregistrements vidéo et audio diffusés sur les réseaux sociaux par des maîtres coraniques qui s'en sont violemment pris à lui, le traitant de tous les noms d'oiseaux et notamment d'ennemis numéro 1 de l'islam. Les maîtres coraniques en veulent au directeur de la protection des droits de l'enfant suite aux opérations de rapatriement des enfants talibés dans leurs familles respectives. Des opérations initiées par l'État pour protéger ses apprenants de toute contamination au Covid-19. Une décision qui n'est pas du goût de certains maîtres coraniques qui accusent les autorités de combattre l'islam et les Dara. Il est 12h05. Covid-19 au Sénégal, les chiffres du jour marqués par l'augmentation des cas graves et des cas communautaires. Les détails tout de suite avec le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé au ministère de la Santé et de l'Action sociale lors du briefing de ce matin. 92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,57%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 80 contacts suivis par nos services, 12 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Anne 1, Front de Terre 1, Parcelles Assainies 1, Ouest Foire 1, Cité Asecna 1, Guédiawaye 1, Mermoz 1, Mbao 1 et Touba 4. 21 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3253 cas ont été déclarés positifs, dont 1586 guéris, 38 décédés et donc 1628 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Et puis le cas communautaire de Ziguinchor qui n'a pas été évoqué dans le bilan du jour, mais qui est une réalité dans cette région. Ce cas donc a été admis en service de réanimation à l'hôpital régional de Ziguinchor depuis hier. Le patient de 73 ans résidant au quartier Yamatogne dans la commune de Ziguinchor
a été en contact avec près d'une centaine de personnes. Sa famille et plusieurs autres personnes sont en isolement en attendant les résultats des prélèvements. Ce cas communautaire fait craindre la relance d'un nouveau foyer de contagion à Ziguinchor, Lamine Ba. Sans occupant depuis la sortie de la patiente de Sédhiou, le service de réanimation de l'hôpital régional de Ziguinchor a reçu un nouveau malade. Il s'agit du cas communautaire de 73 ans, testé positif il y a 2 jours, dont l'état de santé a exigé l'admission en soins intensifs. Le vieil homme résidant au quartier Yamatone se fait admettre en réanimation au moment où le comité régional de gestion des épidémies poursuit depuis hier le travail de traçage et d'isolement de ses contacts. On nous apprend qu'à ce stade, près d'une centaine de personnes, dont une trentaine de membres de sa famille, sont déjà isolés et devraient être suivis au moins 14 jours pour s'assurer qu'ils n'ont pas contracté le virus. Ce cas communautaire, le 3e que la région a enregistré depuis le début de la pandémie, fait craindre un nouveau foyer de contagion après celui de Djabir qui a été heureusement éteint au bout de quelques semaines de mise en œuvre du plan local de riposte. Le comité régional de gestion des épidémies de Ziguinchor aujourd'hui donc fait face à plusieurs fronts avec la gestion des 4 autres cas importés que la région a connus ces derniers temps. Au total, ce sont donc 7 patients qui sont présentement sous traitement à l'hôpital régional de Ziguinchor, 4 cas importés, 2 cas issus de la transmission communautaire et un cas contact pris en charge pour le compte de la région de Sédhiou. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Dans la région de Louga, 6 cas positifs de coronavirus du département de Linguère internés au centre de traitement de l'hôpital régional de Louga attendent les tests de confirmation pour sortir. Pour le département de Louga, pas de cas positifs depuis le 7 mai. Plus de coronavirus pour Louga département. Le département de Kébémer fait partie des départements qui ne sont pas touchés par le virus. Situation du coronavirus dans toute la région. Abraham Paul Pouye. La région de Louga compte actuellement 6 cas positifs qui sont sous traitement internés au centre de l'hôpital régional Amadou Sahir Mbaye. Ces 6 cas sont de Linguère, la caissière de l'hôpital Maguette Lo de Linguère et 5 de ses contacts qu'elle a contaminés. Leur état de santé est stable. Ils attendent les tests de confirmation, le 2e test, pour les déclarer guéris, peut-être dans la journée. Pour le département de Louga, depuis le 7 mai, aucun cas positif de coronavirus enregistré. Les 31 personnes qui étaient sous traitement au niveau de Saint-Louis, Dakar et même l'hôpital régional de Louga ont été déclarées guéries. Pour le département de Kébémer, pas de coronavirus depuis l'entrée de la pandémie au Sénégal et dans la région. À cette date, la région de Louga a enregistré 38 cas positifs de coronavirus, 31 personnes déclarées guéries, 1 décès et 6 personnes sous traitement. La stratégie des autorités est de dépister tous les voyageurs qui entrent dans la région. Pour ceux qui bravent l'interdiction du transport interurbain, de les traquer. Ainsi, les forces de sécurité et de défense appellent les populations à coopérer. Abraham Paul Pouy, Louga, Radio Futur Média. Et puis, finalement, pas de cas positifs de Covid-19 à la Direction générale des impôts et domaines située à la rue de Tchonk de Dakar. Tous les prélèvements effectués sur les agents qui ont été en contact avec un cas positif sont revenus négatifs. Le 14 mai dernier, la DGID informait qu'une personne testée positive à la Covid-19 avait passé plusieurs heures au bloc fiscal de Tchonk. Et puis, il faut noter ce relâchement par de nombreuses personnes dans la lutte contre le coronavirus. Le port du masque semble ne plus être respecté, de même que le respect de la distanciation physique. Une situation inquiétante selon beaucoup de citoyens sénégalais. Reportage de Nafissa Toussila. Le port du masque de moins en moins systématique, des regroupements ça et là de plus en plus fréquents. Le constat est là, un relâchement total. Mamadou Moustapha Ndiaye a lui aussi fait la remarque. Oui. Depuis après la Corté, on a constaté un relâchement pour le port des masques, mais aussi pour la distanciation. Surtout aujourd'hui, je vois les gens ont porté des masques, mais hier c'était pas comme ça. Et tu vois les gens ont commencé à se rassembler. Même hier c'était à la banque, mais quand les gens rentrent, ils portent leur masque, mais dehors ils ne le portent pas parce que pour rentrer à la banque c'est une obligation, on doit porter le masque. J'ai vu qu'il y a un relâchement total. Abdoulaye Ndiaye est marchand ambulant. Le port du masque, il le respecte puisque conscient du danger, mais il déplore le laxisme constaté un peu partout. Les gens, on les force à mettre leur masque, c'est dommage. Et même la fameuse distanciation sociale, on ne la respecte plus. Les gens sont devenus laxistes, alors qu'ils doivent être conscients que la maladie n'est pas encore éradiquée. Tous les jours,
on a des cas. Abdoulaye nous fait d'ailleurs un petit témoignage concernant les regroupements. Autour de moi, il y a un peu plus de 7 talibés et un seul a mis un masque. Vous voyez, c'est vraiment déplorable. Mokhtar Senghor est un étudiant en informatique. Il sort rarement, mais lui aussi remarque qu'il y a bel et bien relâchement. Il y a beaucoup de regroupements entre amis et qui. Il faut aller dans les quartiers, à Médina, vers Sam. Tu vois, les regroupements aussi dans les gargotes. Il y a plein de cas. Même presque on en parle tout le temps à la radio, à la télé de porter les masques, mais les gens, maintenant, ils ne respectent plus comme ils respectaient avant. Et pourtant, le respect des gestes barrières est fondamental puisqu'étant le premier mode de prévention face au coronavirus. Revenons maintenant sur la controverse autour de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du nouveau coronavirus. Après la suspension de ses essais cliniques, l'OMS recommande désormais son interdiction, sauf que la plupart des États membres de l'organisation ont décidé pour le moment de le maintenir. En fait, les recommandations de l'OMS ne sont pas contraignantes pour les États et il y a une sorte de vide juridique en ce qui concerne la question du médicament ou du traitement à donner en cas d'urgence sanitaire internationale. Anna Rocha a parcouru pour nous le règlement sanitaire international. En 1969, le règlement sanitaire international visait à contrôler principalement 6 maladies infectieuses graves. Mais seuls le choléra, la peste et la fièvre jaune étaient à déclaration obligatoire. En d'autres termes, les États membres sont tenus de déclarer ces maladies lorsqu'elles se manifestent sur leur territoire. Ce règlement sera réformé en 2005 lors de l'Assemblée générale de l'OMS tenue le 23 mai de la même année. Ce nouveau cadre juridique exige des États qu'ils notifient à l'Organisation mondiale de la santé tous les événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale. Dans ce cas de figure, les États affectés sont tenus de mettre en œuvre les recommandations temporaires formulées par l'organisation de manière systématique ou périodique. Selon le RSI 2005, ces recommandations peuvent concerner les personnes, les bagages, les navires, les avions, les véhicules, entre autres. Et c'est un comité d'urgence qui conseille le directeur général sur les questions techniques liées aux recommandations permanentes. Le règlement sanitaire international, dans sa dernière version, a été approuvé par consensus par les États membres de l'OMS. Sauf que le règlement ne prévoit pas de mécanisme de contrainte en tant que tel pour les États qui ne respectent pas ces dispositions. L'OMS compte sur la pression des pairs et l'opinion publique. Par ailleurs, sur les 7 obligations principales que les États sont tenus de respecter, il n'est mentionné nulle part la problématique du médicament ou du traitement à utiliser en cas d'urgence sanitaire internationale. Sur la dernière polémique relative à l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints de Covid-19, plusieurs États font la sourde oreille. En effet, malgré les recommandations, les pays qui ont décidé de maintenir le traitement polémique semblent plus nombreux. On peut en citer le Maroc, le Cameroun, le Brésil ou encore l'Indonésie. Alors que de l'autre côté, seule la France a jusqu'ici officiellement pris des mesures pour son interdiction. Et pour clore ce chapitre sanitaire, toujours en relation avec le Covid-19, ce cri du cœur des malades du rhumatisme. Ils sont à la peine pour se traiter, la faute à la pandémie du coronavirus, dont le traitement se fait également à base d'hydroxychloroquine. Une amélioration de la situation est attendue. Cher Tidiane Diagne. Ils sont bien nombreux les Sénégalais qui souffrent de rhumatisme, arthrose, polyarthrite. En temps normal, le traitement se fait sans trop de difficultés. Mais depuis l'arrivée de la pandémie du coronavirus chez nous, trouver les médicaments à base d'hydroxychloroquine dans les pharmacies est presque un miracle. Ndaï Diaw témoigne, elle est membre de l'association des polyarthrites et rhumatismes inflammatoires chroniques. C'est toutes les maladies auto-immunes, normalement, qui prennent du plaquenil. Et c'est en fait la molécule de base, c'est de l'hydroxychloroquine. En fait, cette hydroxychloroquine est utilisée en général pour le traitement du Covid-19, comme on le sait ici au Sénégal. Et finalement, je pense qu'au début de la maladie, tous les stocks de plaquenil ont été réquisitionnés par l'État.
Et ce qui fait que nous, les malades qui en prenons journalièrement, nous avons beaucoup de peine à en trouver. Iquin 200, ce médicament est aussi préconisé dans la prise en charge des malades du rhumatisme. Des fois aussi, proche parent de malades a dû faire le tour des pharmacies de Dakar pour en trouver. Et en connaissance de cause, après avoir fait au moins une dizaine de pharmacies dans les alentours de Dakar, toutes les pharmacies nous ont expliqué que ce médicament n'était plus disponible. Et apparemment, c'est parce qu'il y a la situation du Covid-19 qui a entraîné cette situation. Et ce qui entraîne pour les personnes qui doivent prendre tous les jours, quelquefois 3 fois par jour ce médicament, ces personnes-là sont en situation de manque pour ce médicament et ne savent pas comment faire. Et donc, jusqu'au moment où je te parle, c'est une situation qui est actuellement avérée. Tout au début de la pandémie de Covid-19, en mars, l'État du Sénégal avait réquisitionné tous les médicaments à base d'hydroxychloroquine, ce qui a posé d'énormes difficultés aux malades du rhumatisme. Interpellée sur la question, Annette Seck Ndiaye, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, nous indique que sa structure reçoit un don de laboratoire pharmaceutique, avant de préciser que la question est du ressort surtout des privés qui commercialisent les médicaments contre les rhumatismes chroniques. RFM, la radio de toute l'actualité. Si vous êtes passé à côté du terminus de Liberté 5 ce matin, vous avez dû noter un monde fou, comme on dit, dans le cadre du convoyage des enseignants qui doivent rejoindre leur lieu de travail en vue de la reprise des cours le 2 juin prochain. Sur place, tous dénoncent une violation des mesures barrières, surtout la distanciation physique. Salimata Aou était ce matin au terminus Liberté 5. Voici son reportage. Un terminus plein à craquer, des bus en partance pour Kébémer, Louga, Podor, Linguère, entre autres destinations. Des enseignants regroupés ça et là sous des abribus évitant le chaud soleil. Un bébé au dos, cette dame est dépassée par la situation. Avec ses 2 enfants, Madame Koundoul dit ne rien comprendre. On n'est pas bien traité ici. Il y a l'absence des mesures barrières et aussi on est vraiment trop fatigué. Depuis 7 h du matin, on n'a pas mangé. On est accompagné de nos enfants avec nos bagages. On est sous le chaud soleil. Vraiment, c'est désolant, c'est fatigant. On nous informe seulement. On dit venez ici, venez. Il n'y a pas vraiment pas de communication ni d'explication. On ne sait rien. Une longue attente, le non-respect des mesures barrières et Brosseau se dit déçu. Nous sommes très déçus de ce gouvernement-là parce que vraiment, réunir les enseignants de la sorte pour prétendre les ramener au niveau de leur poste de travail, dans ces conditions-là, c'est déplorable vraiment. Parce que vraiment, nous sommes sous le chariot depuis le matin, nous ne savons plus à quel sens se vouer. On nous interdisait les rassemblements. Voici que nous sommes vraiment très réunis pour voir que notre gouvernement est dans un tâtonnement perpétuel. Pour Dakar Demdik, c'est normal qu'il y ait des désagréments vu le nombre d'enseignants à convoyer, mais ils feront le maximum. Nous transportons 15 000 enseignants. Comme vous le voyez, on a d'énormes difficultés quand même. Comme c'est la première fois, on est en train de gérer. Comme vous le voyez, on est en train de faire notre mieux quand même. Apparemment, comme vous le voyez, ils sont très nombreux. Le travail est très difficile. Les enseignants doivent regagner leur poste ce 2 juin, mais selon eux, cette situation au terminus Liberté 5 n'augure rien de bon. Aucun geste barrière n'est respecté. C'est un peu dangereux. Et puis, cette réaction d'Abdoulaye Ndoye du QCM, c'est qu'il regrette la situation et estime que l'État devrait multiplier les points de départ pour éviter ces rassemblements. Ce n'est rien d'autre qu'un tâtonnement, se regrette le syndicaliste qui tient le gouvernement pour responsable de tout ce qui pourrait arriver aux enseignants. Abdoulaye Ndoye avec Salimata Aou. La situation est toujours caractérisée par une désorganisation, un tâtonnement indescriptible. Et cela montre encore une fois que l'école n'est pas une priorité pour notre gouvernement, qu'ils n'ont aucun respect pour les agents de la fonction publique, de surcroît des enseignants. Et aujourd'hui, les enseignants, encore une fois, ont démontré leur patriotisme, leur engagement et leur détermination. Et je crois qu'ils n'ont pas bien perçu le message d'hier. Nous avons dit aux autorités de ce pays qu'il faudra multiplier les points de départ. Nous pensons que c'est la solution. On ne peut pas concentrer ici au terminus de la Liberté 5, mais des milliers d'enseignants. Maintenant, dans le protocole sanitaire, il a été dit que s'il manque un seul point, il n'y aura pas de réouverture. Entre autres points inscrits dans le protocole, il y a d'abord la désinfection et le nettoyage des établissements, il y a les thermoflash, il y a les gels hydroalcooliques, mais on a dit également la distanciation physique dans tous les espaces, au niveau des entrées comme au niveau des sorties, dans la classe et dans la cour de récréation. Donc tout cela, si un
élément manque, les enseignants vont en tirer toutes les conséquences, ils ne vont pas se suicider. Mais ce que nous disons, nous le répétons, sauver des vies humaines prime sur le sauvetage de l'année scolaire. Toujours dans le cadre de la reprise des enseignements dans les classes d'examen prévues le 2 juin prochain, nous nous sommes intéressés aux élèves qui cherchent leur premier diplôme universitaire pour des réinscriptions, des préinscriptions pour des études à l'étranger. Mais retenez que la plupart de ces candidats ont écourté leur démarche. Le coronavirus ne leur laisse pas le choix. Elles se sont confiées à Amadou Sabarba. Ndeye Koumba Faye ne se fatigue pas malgré la crise sanitaire. Cet élève en classe de terminale au lycée Seydina Issa Rouhoulahi des Parcelles Assainies continue toujours ses démarches pour espérer une bourse étrangère après le baccalauréat. On l'a toujours voulu et on est sur les démarches et on attend en ce moment que la situation soit beaucoup plus stable pour pouvoir continuer nos démarches. Des fois on a peur parce qu'avec cette situation ici au Sénégal, on est partiellement, je veux dire, confinés, mais à l'étranger, ils sont totalement confinés. Sa camarade de classe, Rokhaya Diop, a par contre abandonné les procédures de concert avec ses parents. Vu la situation avec le coronavirus, on préfère rester chez nous jusqu'à ce que la situation se décompte. Mes parents m'ont demandé de faire profil bas jusqu'à l'année prochaine. Des études supérieures à l'étranger ont des rêves de Ndeye Soukaï Fall. Cette candidate au baccalauréat en série S au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque a dû laisser cette option à cause du coronavirus. On avait prévu de faire des préinscriptions après le bac cette année-ci, mais vu que le coronavirus a mis en suspens toutes nos activités, on ne pense pas que ce sera possible. Parce que déjà, on peine à retourner à l'école. Ensuite, je ne pense pas que l'on puisse continuer ce processus de préinscription parce que déjà, pour me déplacer dans notre propre pays, c'est tout un problème. En cette période de l'année scolaire, des élèves en classe de terminale sont en quête de bourses étrangères pour des études supérieures. Mais pour 2020, c'est le coronavirus qui dicte son propre agenda. RFM. L'actualité internationale. À 12h24, rebonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Souleymane Niang. Jean-Claude Bouda, l'ex-ministre burkinabé de la Défense, arrêté hier. Arrestation qui fait suite à une plainte du réseau national de lutte anti-corruption, une plainte pour délit d'apparence et enrichissement illicite. Jean-Claude Bouda a été transféré à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. En clair, il est poursuivi pour faux et usage de faux, blanchiment de capitaux entre autres. C'est dans le cadre de sa luxueuse villa qu'il n'avait pas signalé dans la déclaration de ses biens un patrimoine immobilier évalué à près d'1 demi-milliard de francs CFA. Saleh Déby, le frère cadet du président tchadien, lui aussi dans de beaux draps. Il est d'ailleurs convoqué par la Commission des droits de l'homme. Le frère du président Idriss Déby est au cœur d'une polémique depuis plusieurs semaines après la mort d'un berger près d'une de ses plantations. Il est accusé d'homicide involontaire. L'affaire fait un tollé, obligeant même la justice à ouvrir une enquête. Mais l'accusé, Saleh Déby, a toujours nié son implication dans ce meurtre. Il dit s'en remettre à la justice. République démocratique du Congo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale destitué des députés en viennent aux mains. Oui, l'Assemblée nationale a donc pris des allures d'arène lorsqu'une bagarre a éclaté entre plusieurs députés au moment où ils s'apprêtaient à voter la destitution de Jean-Marc Kaboul, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président par intérim de l'UDPS, le parti présidentiel qui a été finalement éjecté de son poste. Une situation qui laisse planer une interrogation, Souleymane. Faut-il craindre une nouvelle crise politique en RDC ? Eh bien, les jours qui viennent, nous édifierons davantage. Rendez-vous est pris. Amnesty pointe les conséquences désastreuses de l'insécurité sur les jeunes au Nigeria. C'est parce que cette insécurité se répercute de façon néfaste sur la jeunesse. C'est ce que dit en tout cas le rapport d'Amnesty International intitulé « Nous avons séché nos larmes, gérer les conséquences du conflit sur les enfants dans le nord-est du Nigeria ». Rapport publié hier sur Dacham. Cette enquête évoque d'abord la brutalité de Boko Haram. Les djihadistes enlèvent régulièrement de nombreux jeunes à l'image des lycéennes de Chibok, qui sont recrutés comme enfants soldats ou mariés de force pour les adolescentes. Dans les zones contrôlées par les djihadistes, les enfants sont victimes d'actes de torture et contraints à assister à des exécutions en public, souligne ce rapport. Cette enquête dénonce aussi les violences commises par l'armée qui, selon Amnesty, place de nombreux jeunes en détention de manière illégale et les torture dans des casernes. L'ONG
ONG estime à 10 000 le nombre de jeunes décédés en détention. Les conditions de Jiwa sont tellement horribles qu'on pourrait en mourir, raconte un adolescent de 14 ans cité par Amnesty. Enfin, cette enquête critique le programme de réinsertion dénommé Couloir de sécurité, un programme notamment financé par l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Selon Amnesty, le centre situé dans l'état de Gombe, qui vise à déradicaliser et à réhabiliter d'anciens combattants, s'assimile à un lieu de détention illégal où jeunes et adultes travaillent sans être rémunérés. Cela s'apparente à du travail forcé, commente le rapport. Si ces jeunes ne sont pas libérés et soutenus, avertit Amnesty, c'est toute une génération qui risque d'être sacrifiée. La priorité pour le nord-est du Nigeria reste l'accès à l'éducation, conclut ce rapport. Pour terminer, l'armée américaine accuse la Russie d'avoir déployé des avions de chasse en Libye. L'accusation est portée par le commandement africain de l'armée américaine basé à Stuttgart. Les Américains estiment que des avions de chasse ont été déployés en Libye pour soutenir les mercenaires russes qui y combattent aux côtés de l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar. Une affirmation qui intervient quelques heures seulement après le repli de mercenaires vers l'aéroport de la ville de Bani Walid en abandonnant toutes les lignes de front à Tripoli, Souleymane. Merci Barthélémy Ngom, on peut le dire maintenant, bon appétit. Voilà, c'est ça, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Alors, tout à l'heure, nous parlerons du relâchement des Sénégalais en matière de mesures barrières contre le Covid-19. Ce sera à Point de Vue et nous serons avec le professeur Cheikh Mbakelo, expert en santé publique, et avec M. Agibou Kanté, responsable distribution et business développement à ADEMAS, l'agence pour le développement du marketing social. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À présent, Coro News, l'actualité de la pandémie du Covid-19 avec Youssouf Bodian. En Afrique, un dernier décompte fait état de 3 562 nouveaux cas de Covid-19 contre 4 085 mardi, soit une baisse de 518 contaminations. Au total, le continent a recensé près de 120 000 cas positifs à la Covid-19. Plus de 48 000 patients sont guéris et 3 592 décédés. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché sur le continent avec 24 264 cas. Après 2 mois de confinement strict, le président Cyril Ramaphosa a annoncé plusieurs mesures d'assouplissement du confinement effectives à partir du 1er juin. Il y a entre autres la levée du couvre-feu, la réouverture de la plupart des commerces et bars, des collèges et universités. Le lendemain 2 juin, le Sénégal rouvre également ses écoles. En Côte d'Ivoire, les cours ont repris mardi dans les établissements primaires et secondaires de Yamoussoukro. C'est après une grève lancée par les professeurs à la suite de la détection d'un cas de coronavirus chez un élève. Le ministre ivoirien de la Santé, Aka Aoulé, a toutefois reconnu que de nouveaux cas de Covid-19 ont été découverts dans plusieurs districts à travers tout le pays avec la réouverture des écoles et le retour des élèves et enseignants. L'Algérie et le Maroc ne vont pas renoncer à l'utilisation controversée de la chloroquine dans le traitement contre le coronavirus, ce malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé de suspendre les essais cliniques. Selon les autorités sanitaires de ces 2 pays parmi les plus touchés en Afrique, ce traitement a permis de guérir des milliers de patients et aucun décès lié à la chloroquine n'a été recensé. En revanche, en France, le gouvernement abroge le décret autorisant la prescription de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19 à l'hôpital. Cette décision fait suite à l'avis défavorable du Haut Conseil de la santé publique. À ce jour, le nouveau coronavirus a fait près de 351 000 morts et contaminé plus de 5 600 000 personnes dans le monde. Si une grande majorité des cas et des décès ont été recensés en Europe et aux États-Unis, l'épidémie s'aggrave en Amérique latine. Donald Trump a interdit l'entrée aux États-Unis aux voyageurs non américains en provenance du Brésil. Avec près de 350 000 cas confirmés, le Brésil est désormais le 2e pays le plus touché au monde après les États-Unis. Justement, un laboratoire américain devient le 10e au monde à entamer les tests sur les humains pour évaluer l'efficacité et l'innocuité d'un vaccin potentiel contre la Covid-19. La compagnie de biotechnologie Novavax, basée au Maryland, a commencé les essais cliniques de son candidat vaccin. Celui-ci a été injecté aux premiers volontaires lundi en Australie, où vont se dérouler les tests.
En tout, 130 participants en bonne santé âgés de 18 à 59 ans vont participer à cette étude en phase 1 dans les villes de Melbourne et de Brisbane. Les tests précliniques sur les animaux ont généré de hauts niveaux d'anticorps neutralisants, s'est réjoui Novavax. La firme évoque même une disponibilité de son vaccin avant la fin de l'année si tout se passe comme prévu. Au Kenya, les chercheurs appellent 400 volontaires à participer à l'essai d'un candidat vaccin contre le coronavirus développé par l'université d'Oxford. Selon Camry Wellcome Trust, tous les participants doivent être des travailleurs de la santé vivant dans la ville côtière de Mombasa et dans la ville voisine de Kilifi où l'essai aura lieu. Le même candidat vaccin est déjà testé sur plus de 1000 volontaires au Royaume-Uni. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 27 mai 2020, lue et commentée par Barthélémy Ngom. Bonjour. Effrayant, effroyable et effarant, 3 mots utilisés par l'observateur pour décrire la situation du coronavirus au Sénégal. Et chaque mot explique un cas. C'est effrayant parce que tout simplement, selon mon confrère, le Covid-19 ne laisse personne derrière. L'Obs informe qu'Aliou Sall et son épouse ont été testés positifs au Covid-19. Effroyable parce que le Sénégal a enregistré 19 décès depuis que notre pays apprend à vivre avec le virus. Et le dernier mot, effarant, pour expliquer le fiasco du retour des enseignants par la société de transport Dakar Demdik. Sur la contamination du maire de Guédiawaye, l'AS explique que c'est le chauffeur de son épouse qui a été le premier à transmettre le virus à celle-ci. Conséquence, toute la famille Sall chope la maladie. L'observateur, toujours sur les secrets de la contamination d'Aliou Sall, explique à l'image du quotidien l'AS que tout est parti du chauffeur de sa deuxième épouse qui jusque-là est porté disparu. Aliou Sall et son épouse Aïssata contaminés, pointe Vox Populi et l'AS quotidien en une. Tous les proches du maire de Guédiawaye ont été mis en quatorzaine et Aliou Sall, dans un message depuis son lit d'hôpital, sollicite les prières des Sénégalais, de ses collègues maires, de ses amis et parents, ainsi que de ses confrères du comité de suivi de force Covid-19. La maladie continue de tuer au Sénégal. 2 morts hier, écrit Les Échos, au moment où l'observateur dénombre 19 morts depuis que le Sénégal apprend à vivre avec le virus. Dans Libération, un malade guéri du Covid-19 parle. Sambassine alias Koutia. Il a adressé un message aux Sénégalais. Je sensibilisais les gens et c'est tombé sur moi, regrette le comédien. Koutia donne une bonne note à l'hôpital Fann. Le service est irréprochable, dit-il. Koutia dit avoir versé des larmes lorsque des sites d'information ont écrit qu'il était en réanimation. Il remercie les Sénégalais pour leurs prières, surtout l'église qui, dit-il, a organisé une messe pour lui. La maladie, semble-t-il, lui a donc permis de mesurer sa personnalité. Et c'est pourquoi il termine par cette phrase. Je peux solliciter le suffrage des Sénégalais. Ils m'adorent. Je peux devenir président de la République. J'étais en djihad et Dieu m'a choisi, ajoute Koutia dans Vox Populi. La reprise des cours le 2 juin prochain, convoyage des enseignants, départ sans barrière, pointe le quotidien. 1500 enseignants se sont rassemblés hier au terminus de Liberté 5 pour rejoindre leur poste de travail entre Thiès et Diourbel. Une foule grouillante et donc pas de distanciation physique. Grand Place parle d'un fiasco, un désordre indescriptible et sans aucun respect des mesures barrières. Un chaos communautaire, s'exclame encore Sud Quotidien. L'inquiétude est donc là. Les enseignants, par assurer, alerte. Si le virus circule, ce sera l'hécatombe, dit Abdoulaye Ndoye du QSEMS. Son camarade du SAEMS, Saourou Sène, lui, se veut plus clair avec cette phrase. Nous n'accepterons pas que l'école soit un nouveau foyer de contamination. Les cours donc reprennent le 2 juin pour les classes d'examen. Les universités, elles, ne sont pas concernées. Mais le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, se veut clair. Il n'y aura pas d'année blanche, dit-il dans Le Témoin. Dans l'As quotidien, il fixe la reprise des cours dans les universités au mois de septembre prochain. Et Enquête nous fait part de son plan de déconfinement. Ce sera une reprise virtuelle en attendant une stabilité de la situation pour retourner dans les amphithéâtres. Sur ce, le ministre Cheikh Oumar Anne dit avoir travaillé avec les responsables des instituts d'enseignement supérieur et leurs services techniques et pédagogiques sur instruction du chef de l'État. C'est ainsi que l'UCAD et l'UGB ont mis sur pied des commissions santé Covid-19 dont la mission est de donner des avis qualifiés avant toute prise de décision. Les autres universités ont reçu instruction d'en faire de même et de n'organiser les examens qu'en partiel, sauf délibération exceptionnelle. Le Covid-19 qui donc change tout, la lutte continue, mais Grand Place constate un non-respect des mesures barrières. Pour mon confrère, les Sénégalais font tomber le masque. Eh bien, c'est parce que le refus du port de masque prend de l'ampleur. Conclusion du journal, l'arrêté d'Aly Ngouille Ndiaye n'a servi à rien du tout. Aucun contrevenant n'a été sanctionné jusque-là. Les forces de l'ordre, elles, ont été sanctionnées positivement. Une prime de 7100 francs CFA par policier, rapporte Le Témoin. Ceci au terme de 2 mois et 10 jours sur le terrain
pour faire respecter le couvre-feu. Un couvre-feu que les policiers éparpillés sur toute l'étendue du territoire ont vécu dans des conditions parfois très difficiles. Certains ont d'ailleurs commencé à lever le pied, confie un brigadier contacté par le témoin. Il dénonce d'ailleurs l'attitude du bureau des relations publiques de la police resté aphone sur la question. L'état d'urgence et le couvre-feu qui justement ont contraint les couples de rester ensemble à la maison pendant de longues heures. Le journal Enquête qui a travaillé sur le sujet constate que les Sénégalais déraillent. C'est à cause des violences domestiques et conjugales qui foisonnent dans les ménages. Résurgence des rancœurs, scènes de meurtre et mutilation. La violence, selon mon confrère, a éli domicile dans les foyers. Ziguinchor et Kolda occupent le peloton de tête. Alors, question, qu'est-ce qui explique une telle situation? Question que Enquête a posée à un psychologue et à un sociologue. Le psychologue Ousmane Ndiaye est d'avis que dans les couples sénégalais, l'homme insulte et la femme interpelle. Le sociologue Abdoukhadr Sanogo, lui, estime que quand on n'a rien à faire, on pense mal et on dégage une énergie infestée. Loin de cette violence conjugale, Source A s'intéresse à la réouverture des gares routières. Pour le journal, chauffeurs et usagers peuvent se mouvoir entre départements d'une même région à partir d'aujourd'hui. Sauf tremblement de terre, c'est la fin d'un long et épineux calvaire pour les acteurs du transport routier, écrit Source A, qui explique comment Alassane Ndiaye, avocat des chauffeurs et transporteurs, a dans une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, a réussi à faire bouger les choses. Le confrère vous renvoie à sa page 5. À la page 11 du journal Le Soleil, portrait de Cheikh Tidiane Koulibaly, le nouveau président de la Cour suprême. Qui est-il? L'astre de Anne revient sur le cursus d'un haut magistrat, pas comme les autres. Costume sur mesure, le premier président de la Cour suprême a le profil de l'emploi. Les éloges ne manquent pas pour cette personnalité décrite comme charmante par mon confrère. De Sokone à Dakar en passant par Thiès, Cheikh Tidiane Koulibaly a laissé partout son empreinte. Dans sa carrière, il a eu à faire des va-et-vient entre le prétoire et l'administration centrale. C'est une personne qui ne transige pas avec la vérité judiciaire, témoigne maître Hassimou Touré. Il est fidèle en amitié, ajoute Mamour Ndariba, qui a longuement cheminé avec lui. Il ajoute que Cheikh Tidiane Koulibaly est un passionné du football, surtout quand il s'agit du Barça. Son plat préféré, le soupou kanja. Il en raffole, conclut Mamour Ndariba. Le meurtrier présumé de son père, Fallou Diop, est passé aux aveux devant la gendarmerie de Tivaouane. Il dit avoir brûlé vif son père car il ne tolérait plus de l'entendre traiter sa mère d'épouse aux mœurs légères. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h39, bienvenue à Point de vue, notre rendez-vous quotidien avec les experts et les spécialistes sur des thèmes d'actualité. Aujourd'hui, la question du jour, comment expliquer le relâchement des Sénégalais dans l'observance ou l'observation des mesures barrières contre le Covid-19? Pour répondre à cette question, nos deux invités sont respectivement le professeur Cheikh Mbacké Lo, expert en santé publique. Bonjour professeur. Bonjour. Nous sommes également avec M. Aguibou Kanté, responsable distribution et business development à ADEMAS, l'agence pour le développement du marketing social. Bonjour M. Kanté. Bonjour Monseigneur. D'abord, professeur Cheikh Mbacké Lo, sous réserve de confirmation par des études quantitatives, on peut observer une sorte de relâchement de l'observation des gestes barrières et autres préconisations médicales pour se prémunir du Covid-19 au niveau de la population. Comment analysez-vous cette tournure des événements? Est-ce qu'il y a selon vous des éléments déclencheurs qui ont encouragé les gens à baisser les bras un tout petit peu dans la rigueur qu'on avait observée au début de la pandémie au Sénégal? Oui, écoutez, moi je voudrais tout d'abord vous remercier de me permettre de me prononcer sur ce point précis. Et effectivement, c'est un constat réel. Tous ceux qui sortent voient effectivement qu'il y a un relâchement qui est là. Les populations, c'était comme avant. Et je pense que lorsque le chef de l'État a dit qu'il fallait vivre avec le virus, à mon avis, ça a été très mal interprété. Parce que vivre avec le virus, au contraire, c'est renforcer justement les mesures barrières, c'est renforcer la méfiance. Sans faire de la sémantique, il semble qu'il ait dit, enfin il semble pas, il a réellement dit vivre en présence du virus. Est-ce que ça fait une différence? Mais non, mais vivre en présence du virus, nous savons tous, en tout cas tous ceux qui travaillent sur le domaine de la santé publique savent très bien que lorsqu'il y a un virus qui est en présence, tôt ou tard, on sera obligé de vivre en présence de ce virus-là. C'est comme la grippe, c'est
comme d'autres maladies qu'on a eu à affronter. Et donc, cette maladie, la particularité, c'est qu'on ne maîtrise pas encore le virus, on ne connaît pas encore le virus, il y a beaucoup d'inconnus par rapport à ce virus. Et c'est pour cela donc, la première chose à faire, c'est la prévention. Et nous avons dit qu'il fallait mettre des mesures barrières. Et ces mesures barrières, mais vont nous permettre quand même de pouvoir éviter ce virus-là. Et de pouvoir protéger surtout nos malades, nos parents, qui ont des maladies chroniques et qui vivent chez nous. Chacun dans sa maison a une personne qui est atteinte d'une maladie chronique. Et ça doit nous pousser, au contraire, à intensifier l'observance des mesures barrières. Professeur, je voudrais m'arrêter sur ce point précis parce qu'on a noté ce matin qu'en termes d'éléments de langage, par exemple, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Waly Diouf, Aloïse Waly Diouf a axé son argumentaire sur le fait que, en ne respectant pas les gestes barrières, les citoyens sont susceptibles de transporter le virus en direction des maisons et avec le risque de contaminer les personnes âgées, les personnes à risque portant des maladies chroniques. Est-ce que c'est une inflexion positive dans la stratégie de communication d'après vous? Mais bien sûr, mais c'est une réflexion positive. C'est pour cela d'ailleurs, et j'appuie cela fortement, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui relâcher les mesures barrières. Ceci va permettre au virus de circuler normalement. Et effectivement, chacun pourra choper le virus, l'amener chez lui, le transmettre aux personnes âgées qui sont sur le plan immunitaire diminuées et qui vont développer la maladie. Et il faut noter l'augmentation des cas graves. Et nous savons tous que le pourcentage de ces cas graves qui peuvent basculer est en tout cas très important. Très bien. On a eu 4 cas graves supplémentaires ces dernières 24 heures, puisqu'il y en avait 2 de moins hier et 4 de plus donc à la date d'aujourd'hui. J'aimerais introduire M. Agibou Kanté de ADEMAS, Agence pour le développement du marketing social, une agence très connue dans l'accompagnement des politiques de santé, par exemple la lutte contre le VIH, la santé de la reproduction, l'adoption des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, des campagnes à succès puisque les objectifs visés en général ont été atteints. Monsieur Agibou Kanté, quelles sont les leçons apprises par ADEMAS dans le cadre de ces campagnes pourraient être mises à contribution dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Quelle est votre analyse de la situation générale du marketing social pour le port des masques? Est-ce qu'on s'y prend bien et quelles sont les leçons surtout apprises que vous pouvez peut-être partager avec nous et avec l'opinion publique? Tout d'abord, je vous remercie, Moussenia, de nous avoir permis à s'exprimer auprès des Sénégalais. Bon, je pense que par rapport à la sensibilisation, comme on le dit souvent, la santé n'a pas de prix, mais ça a un coût. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un relancement des mesures barrières auprès des Sénégalais, parce qu'il faudrait que les Sénégalais y mettent beaucoup plus de vigilance. Parce qu'actuellement, nous constatons que le sens de la responsabilité des Sénégalais est appelé. Donc, il faudrait que chaque Sénégalais se prenne en charge lui-même. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est que même au niveau des quartiers, au niveau communautaire, on voit des gens qui se regroupent pour parler ou bien boire du thé, ainsi de suite. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les acteurs de la santé ne peuvent pas être partout à la fois. C'est aux populations de prendre toutes leurs responsabilités par rapport à la propagation du virus. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est que par rapport aux masques, je vois que les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais portent des masques, mais il y en a qui ne portent même pas des masques. Et la façon de vivre au sein des ménages, parce qu'on se regroupe parfois pour boire du thé au sein de
de nos maisons, ainsi de suite. D'autres sont au niveau des grandes places et consorts. Monsieur Kanté, ça c'est le constat et nous l'avons tous fait. Mais vous appuyant sur votre expérience d'agence de marketing social, par exemple, si on prend les moustiquaires imprégnés ou les préservatifs pour dire les choses, ce sont des questions où il a fallu vraiment inciter les gens à changer de comportement pour adopter de nouveaux comportements sur des sujets autrement plus difficiles que le Covid-19. Quel message envoyer et quelle technique de marketing social utiliser pour convaincre les gens de porter le masque? Comment faut-il faire d'après vous? Ce qu'il faudrait faire, c'est que actuellement le SNEP est en train de faire la sensibilisation auprès des populations. Mais il faudrait que les gens aillent au sein de la communauté, les groupes, ou bien les leaders communautaires, impliquer les leaders communautaires comme ils font les présidents d'ASC au niveau des quartiers, ainsi de suite, les associations jeunes, pour qu'on puisse sensibiliser le maximum possible. Parce que actuellement, le marketing social, il y a un volet communication pour le changement de comportement et je pense que le plaidoyer a été fait. Ce qui reste, c'est la sensibilisation au niveau des communautés. Parce qu'actuellement, même au niveau de nos produits de marketing social, que ce soit les mildas, les moustiquaires, les préservatifs, les contraceptifs, Sécuril Press, et il y a aussi Aquataps pour la purification de l'eau. Et je pense que il y a une communication qui a été faite a priori et cela nous a permis, lorsqu'on est sur le terrain, il faut que les gens soient sur le terrain au jour le jour pour sensibiliser le maximum possible pour un changement de comportement. Très bien, il nous reste 2 minutes. Je voudrais donner la parole au professeur Cheikh Mbakelo, expert en santé publique. Vous évoquiez tout à l'heure un des éléments déclencheurs, c'est-à-dire le discours du chef de l'État qui nous a dit qu'il fallait apprendre à vivre en présence du virus. Tout à l'heure, M. Agibou Kanté évoquait la nécessité d'utiliser le levier des leaders d'opinion, de faire cette communication au niveau communautaire. Or, nous avons remarqué pendant les prêches de la Korité, on a entendu le discours des religieux qui ne militent pas en faveur forcément du port des masques. On a vu tout ce qui a été dit sur la dimension religieuse du virus du Covid-19. Est-ce que dans ces conditions-là, c'est une stratégie pertinente de s'appuyer sur ces leaders qui ont un discours qui n'est pas forcément médical, scientifique? Je pense qu'il faut marcher sur nos 2 jambes. D'abord, il faut continuer la sensibilisation au niveau de ces leaders d'opinion. Parce que nous avons une manière de vivre au Sénégal, nous croyons à ces leaders religieux et il faut nécessairement qu'on parvienne à faire motiver ces chefs religieux pour qu'ils comprennent vraiment en leur donnant les éléments de langage, l'argumentaire scientifique aussi, qui vont combiner avec leur discours religieux qui est tout à fait acceptable dans notre société. Mais nous pouvons trouver, parce qu'il y a eu des choses plus graves. Il y a eu des changements de comportement qui étaient plus difficiles, mais on y est parvenu. Aujourd'hui, le problème de ce virus-là, je pense qu'il est important qu'on puisse effectivement convaincre ces chefs religieux. Mais de notre côté, il faut impliquer dans les quartiers, les ASC, il faut impliquer tout ce qui tourne autour de la communauté, tous les leaders d'opinion. Et je pense que la position de certains chefs religieux, il y a quand même une différence entre les chefs religieux. Il y en a certains quand même qui sont convaincus. Mais il faut le reconnaître, oui. Ils ne sont pas encore convaincus. Et je pense qu'il faut nécessairement passer à l'acte et essayer de les convaincre. Une bonne combinaison des discours, effectivement. Voilà. En tout cas, merci à vous, professeur Cheikh Mbakelo, expert en santé publique. 30 secondes pour vous, M. Agibou Kanté. Un secret, vraiment un truc, comme on dit. Qu'est-ce que vous auriez suggéré qu'on ajoute dans ce qui est en train d'être fait, puisque tout ce que vous évoquez, le ministère est en train de l'expérimenter sur le terrain, notamment la communication au niveau communautaire. Partant, par exemple, de la santé reproductive, les contraceptifs, quel est le truc que vous pouvez prendre de votre expérience qu'on pourrait mettre à disposition du ministère?
Bon, parce qu'actuellement, nous avons constaté au niveau de la santé de la reproduction et des jeunes que les PDV, c'est-à-dire les points de vente et les postes de prestation de services ne sont plus fréquentés. Il faudrait qu'ils mettent en place une plateforme qui permet aux gens d'acheter les contraceptifs et ou les autres produits du marketing social pour ne pas proliférer les autres maladies au niveau de la période post-Covid. Parce que après la pandémie, il y aura des probabilités de d'autres maladies qui vont se propager. Merci beaucoup. J'appelle la responsabilité des citoyens par rapport à ça. C'est le maître mot de votre discours, la responsabilité de chacun, responsabilité individuelle. Merci à vous également, Agibou Kanté. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Merci.